Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 19 novembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, pour terminer la semaine, direction les marchés qui évoluaient dans le vert en début de séance, puis nous avons eu les annonces de l'Autriche concernant un confinement à venir. Et forcément, cela inquiète les investisseurs puisque cela pourrait aussi se propager ailleurs en Europe. De ce fait, les bourses européennes ont quelque peu basculé dans le rouge après les annonces de l'Autriche. Hier, quand même, on a clôturé en fanfare, puisque le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux atteint des niveaux records à la clôture de la bourse de New York, après une journée quand même un petit peu mouvementée. Globalement, les investisseurs se sont concentrés sur les bons résultats des groupes de distribution et dans le secteur de la technologie qui ont encore une fois éclipsé les commentaires sur l'inflation d'un responsable de la Réserve fédérale. Donc, cette semaine, on a eu quand même pas mal de membres et de responsables de la Fed qui sont sortis du bois pour tirer un peu la sonnette d'alarme sur l'inflation actuelle aux États-Unis. Forcément, comme vous le savez, l'inflation reste au centre des préoccupations des investisseurs et les marchés ont d'abord chuté après que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que l'inflation devient plus généralisée et que les attentes concernant les futures augmentations des prix sont en hausse. Donc, pareil que Richard Clarida, pareil que d'autres membres qui sont intervenus cette semaine. Globalement, un discours assez hawkish qui plaide pour un resserrement de la politique monétaire. Néanmoins, le Nasdaq et le S&P 500 en ont décidé autrement et ils ont atteint des niveaux records à la faveur de résultats d'entreprises globalement supérieurs aux prévisions et ont été aussi soutenus par les derniers comptes financiers des groupes de distribution. Effectivement, côté tech, une valeur quand même qui a pas mal de poids en termes de capitalisation, c'est Nvidia. Et Nvidia a bondi après avoir battu les estimations trimestrielles et prévu en plus un solide chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre. Donc encore une fois, des investisseurs qui mettent de côté la flambée de l'inflation et qui se concentrent toujours sur les résultats des entreprises. Maintenant, en Europe, là, on a un autre élément qui pourrait faire, qui pourrait surtout permettre aux bourses enfin d'entamer une correction. On fera le point techniquement derrière, mais c'est la recrudescence des cas de Covid-19 en Europe. Et effectivement, comme je vous le disais en introduction, on évoluait sur de nouveaux records en début de séance et les bourses ont basculé dans le rouge après l'annonce de l'Autriche de reconfiner l'ensemble de sa population. Donc, un confinement national généralisé va être établi en Autriche à compter de lundi pour une durée maximale de 20 jours, comme l'a annoncé le chancelier Alexander lors d'une conférence de presse. Effectivement, alors que l'Autriche est confrontée à une flambée des contaminations par le coronavirus, le chancelier a également annoncé qu'une obligation vaccinale serait instaurée à compter du 1er février prochain. Parallèlement, on a aussi eu quelques annonces de la part de l'Allemagne qui n'excluent pas un nouveau confinement dans son pays. Et parallèlement, pour avoir regardé un peu la courbe des cas Covid en France, effectivement, on est dans une nouvelle vague. On a largement dépassé le seuil que le gouvernement français s'était fixé. Et donc, pareil, ça démarre en Autriche, ça pourrait se propager ailleurs dans d'autres pays. Et si une nouvelle fois, on a même un confinement de 20 jours, forcément, catalyseur baissier et possible correction à venir sur l'ensemble des indices après avoir enchaîné les records
et être quand même sur des niveaux assez stratosphériques. Donc, pas d'inquiétude pour l'instant, même si on parle juste d'un reconfinement. C'est pas la fin du monde très clairement, mais voilà. Maintenant, on a peut-être un signal technique baissier qui est en train de se déclencher sur l'ensemble des indices. Donc, on fera le point juste après. Mais en tout cas, j'estime que là, la hausse, autant j'étais haussier, maintenant je me méfie. En plus, on a un catalyseur et je constate quand même des signes d'essoufflement de la part des marchés. Et derrière, c'est tout à fait logique d'avoir une correction de 2-3% après l'envolée fulgurante qu'on a eue au cours des 2-3 dernières semaines. Enfin, pour terminer, la séance s'annonce quand même assez calme en l'absence d'indicateurs et de résultats de premier plan, mais les investisseurs suivront les interventions publiques de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, il me semble, vers 13 heures, et encore une fois de 2 dirigeants de la Réserve fédérale américaine. C'est vrai que cette semaine, on a eu une pluie d'interventions de membres de la Fed, et cet après-midi, on attend encore Richard Clarida à 18h15 et Christopher Waller à 16h45. Pareil, si encore une fois Richard Clarida adopte un discours assez hawkish sur l'inflation et en parallèle de hausse de taux à venir pour 2022, en parallèle, oui, dans la foulée en fait des craintes sur le Covid qu'on est en train de vivre actuellement au cours de la séance, forcément, si on a des membres de la Fed qui viennent encore une fois mettre de l'huile sur le feu et nous dire que il est nécessaire que la Fed opte pour un tapering plus agressif et des hausses de taux, enfin 2 hausses de taux à venir en 2022, forcément, on pourrait accélérer la baisse qu'on est en train de vivre actuellement sur le CAC, même si la baisse reste légère. Toutefois, des signaux techniques sont doucement en train de se valider, enfin, du moins des signaux techniques baissiers. Côté macro, ici, c'est un sondage, encore une fois, de BofA, donc de Bank of America, concernant les top actifs à venir pour 2022, les actifs qui pourraient produire la meilleure performance. Donc, selon les investisseurs, ce seront les marchés émergents, très clairement. Le S&P 500, mais bon, là, je suis pas très étonné, hein. En général, le S&P 500 ressort toujours en haut du panier. Effectivement, Goldman Sachs tape sur un S&P 500 à 5100 points. Bon, on verra d'ici là, mais je ne serais pas étonné de voir en tout cas, pareil, le S&P 500 progresser en 2022, sauf en cas de signe noir ou de grosses turbulences venant d'une politique qui ne serait pas trop appréciée de la Fed par les marchés. Mais globalement, si on reste dans cette situation, le S&P devrait continuer d'accélérer en 2022. Et là, plus étonné, effectivement, c'est assez rare de voir le Bitcoin en troisième position. Globalement, on est plutôt dans les dernières positions. Donc là, des investisseurs qui tablent sur une belle accélération du BTC. Assez étonné dans le sens où je considère que l'année 2021 est l'année des crypto-monnaies. Il n'y a pas de débat là-dessus, en fait. Si on regarde la performance de l'Ethereum, du Bitcoin par rapport aux autres marchés traditionnels, elles ont très clairement, les crypto-monnaies, surperformé les autres secteurs. Et je me montre plus méfiant pour le coup en 2021 sur le Bitcoin. Je m'attends quand même à une purge du BTC à venir, pas pour tout de suite. On fera le point juste après aussi, parce qu'on a eu pas mal quand même de volatilité sur le Bitcoin, pas mal de poursuites de la chute, mais je ne suis pas inquiet plus que ça pour 2021. En revanche, pour 2022, je m'attends à une purge. Je ne sais pas de combien de pourcents, mais à une bonne correction, en tout cas de 30% à partir du T1 voire T2 2022, avant bien évidemment de repartir. Mais pour l'instant, en tout cas à court terme, pour les prochains mois, je ne suis pas inquiet, effectivement. Mais je pense qu'on va avoir des accidents très, très clairement en 2022. On fera le point au fur et à mesure des semaines.
mais une purge en tout cas me semble quand même nécessaire sur certaines cryptos pour repartir plus sereinement à moyen long terme. Mais elle pourrait intervenir, voilà, je pense, dans le premier semestre 2022. Le pétrole, je reste toujours positif aussi sur l'or noir, très clairement. La hausse à moyen long terme me paraît limitée. Viser les 90 $, effectivement, il y a encore un peu de place. Un pétrole à 90, 92 $ ne me surprendrait pas, très clairement. On est toujours dans une belle dynamique haussière. C'est l'un des actifs les plus haussiers de l'année. Le contexte macro plaide aussi actuellement pour poursuite de la hausse sur le pétrole Brent et WTI. Donc là-dessus, assez en phase avec ce sondage. Et enfin, le gold. Et effectivement, comme je vous le disais depuis maintenant pas mal de temps, je pense que les métaux précieux vont revenir sur le devant de la scène, très clairement. L'année 2021, c'est pas du tout l'année des métaux précieux, hein. Les performances sont négatives pour le gold et pour l'argent métal. Et en revanche, je m'attends à un rattrapage des métaux précieux et j'espère surtout qu'ils vont enfin jouer leur rôle de couverture face à l'inflation. Mais globalement, techniquement, ça me plaît, il y a des beaux niveaux, il se passe de belles choses, c'est assez propre. Ça a toujours été haussier, seulement on a eu une phase de tendance secondaire, on a eu une tendance primaire haussière, on est entré depuis août 2020 dans une tendance secondaire baissière et j'ai le sentiment toujours, là actuellement, depuis 2 semaines, qu'on repart dans le sens de la dynamique primaire, savoir à la hausse. Et donc, une belle année à venir pour le gold et de la performance à aller chercher sur les métaux précieux. Là, très clairement, les opérateurs ont bien délaissé les métaux précieux au profit des actifs jugés plus risqués. Forcément, on était en période de reprise économique. Là, on n'est plus du tout en période de reprise économique, bien au contraire. On est sur une phase d'expansion, voire même fin d'expansion, puisqu'on est de nouveau retourné sur les niveaux juste avant le Covid. Donc maintenant, reste à savoir, le problème qui pourrait inquiéter les marchés, c'est le risque de stagflation, à savoir une croissance molle et une inflation élevée. Donc là, forcément, ça risque de pénaliser le S&P 500. Donc voilà pourquoi haussier, mais là, le S&P 500 enregistre une hausse de plus de 30%. Si on fait 10-15% l'année prochaine, ce sera déjà bien. Je ne table pas du tout sur une hausse de 30% du S&P 500 en 2022. Pour moi, c'est difficilement envisageable vu le contexte. Par contre, une petite hausse de 5, 8, pourquoi pas 15%. Effectivement, là, je suis assez d'accord pour ce scénario-là, mais compliqué de viser 30% de hausse, encore une fois, en 2022, sachant que c'était la reprise économique qui a été pricée durant toute l'année 2021. Le pire n'est pas certain. Ici, c'est la capitalisation boursière des cryptos. Et encore une fois, prise de recul, toujours, ne pas focus uniquement sur le BTC et se dire et d'analyser surtout d'autres éléments. Et là, c'est la capitalisation boursière. Donc, effectivement, je reconnais que le BTC, j'aime pas trop ce qu'il est en train de faire actuellement. Je le trouve assez fébrile. J'aime pas la zone qu'il a enfoncée à 58 000 $. On fera le point aussi dans la partie graphique. En revanche, l'Ethereum, je ne suis toujours pas inquiet. J'aime beaucoup la dynamique. Pas d'alerte, on est toujours au-dessus de la zone. Et si je regarde d'autres cryptos, on a vraiment des cryptos qui surperforment, notamment les métaverses, notamment Elrond. Bref, on a des cryptos qui ont quand même un peu de poids au sein de la capitalisation boursière, qui, elles, n'ont pas autant chuté que le BTC. Donc, l'élément qui me dérange, effectivement, c'est le BTC. Mais quand je regarde d'autres cryptos, j'ai pas le sentiment qu'on soit dans une phase comme ici, où là, tout était rouge, tout tombait. Effectivement, il y avait les cryptos n'arrivaient pas à préserver les gros niveaux de support. Alors que ici, si j'analyse le marché, surtout dans le top 100, je vois qu'il y a des cryptos qui ont quasiment pas chuté, d'autres qui ont préservé les gros niveaux. Donc, pas du tout dans le même contexte qu'ici. Et prise de recul en regardant la capitalisation boursière, on est sur le pullback.
encore une fois. Donc là, on est revenu pullbacker un peu cette espèce de tasse avec anse. Et encore une fois, j'admettrais m'être planté sur la poursuite de la hausse si on a une clôture hebdomadaire sous ce niveau-là. Pour l'instant, je reste toujours haussier sur l'ensemble des crypto-monnaies. J'estime qu'on a eu une correction, mais qu'on ne va pas rentrer dans un bear market. En tout cas, c'est mon opinion. Maintenant, j'ai besoin surtout de voir la tête des bougies hebdomadaires sur certaines classes d'actifs, en tout cas sur certaines cryptos, dont la capitalisation boursière, pour savoir si ici, on est sur un pullback ou tout simplement un énorme bull trap. Et pour l'instant, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un pullback. Quand je vois les autres cryptos, quand je vois la dynamique, quand je vois la configuration, qui est quand même plutôt assez haussière, plutôt encourageante pour la suite. Le seul bémol, effectivement, je le reconnais, c'est la dynamique à court terme du BTC. Donc là, il ne faudrait pas que le BTC reparte en direction du sud trop violemment, sinon ça pourrait devenir plus compliqué. On fera le point surtout en début de semaine, la semaine prochaine. Et puis là, on fera le point surtout dans la partie technique concernant le Bitcoin et l'Ethereum. Mais l'Ethereum, lui, garde vraiment une belle structure, une belle dynamique. Et pour moi, je n'ai pas envie de passer baissier tant que je n'ai pas mes niveaux mensuels ou hebdomadaires qui sont enfoncés en clôture. Direction les indices maintenant. Comme je vous le disais, on est peut-être monté un peu haut, un peu vite, un peu fort. Et après avoir été haussier et en vous disant surtout de ne pas vendre ce marché sans signal, maintenant, j'ai envie de vous dire que on a enfin un signal baissier et que j'arrête d'être haussier et qu'au contraire, je vise une correction maintenant à venir sur le CAC 40. Donc, plusieurs éléments à retenir. Basculons en données hebdomadaires. Là, la bougie va m'intéresser pour savoir si on clôture sur une étoile filante ou pas. Le niveau parfait, ça reste les 7350, c'est la bande haut du canal. Bon, là, ce matin, on a quand même un petit catalyseur baissier, à savoir l'annonce d'un reconfinement d'Autriche et surtout un risque que cela se propage dans les autres pays en Europe. Donc forcément, l'Allemagne s'est déjà prononcée en se disant qu'elle n'excluait pas ce scénario. Et quand je vois la courbe de Covid en France, je me dis que effectivement, de nouvelles mesures ne seraient pas à exclure non plus. Maintenant, ça c'est d'un point de vue des fondamentaux. Maintenant, d'un point de vue technique, surtout vu qu'on fait du trading, là on a un l'avalement baissier. On est en train de le confirmer. Donc deux choses d'une. La première, l'avalement baissier. Effectivement, là on a enfin un signal technique baissier. Le RSI qui est en train de sortir de sa zone de surachat, ce qui montre justement que les acheteurs manquent de carburant, si vous voulez, c'est surtout ça qu'il faut retenir, qu'on manque de carburant et que le marché commence à s'essouffler. Que si on clôture sous les 70, très clairement, je pense que les vendeurs pourront enfoncer les clous. Donc là, à confirmer avec l'avalement, mais pour moi, le plan baissier est en train de se déclencher dans le sens où maintenant, en données 4 heures, rappelez-vous, on a une belle divergence aussi. Donc là, plusieurs éléments techniques, finalement, la divergence est validée. Peut-être que certains d'entre vous ont réussi à la jouer en début de matinée. Mais maintenant, je passe baissier sur le CAC 40 avec un stop loss d'invalidation au-dessus des 7205, tout simplement, au-dessus du prix rond, et une prise de bénéfice vers les 7000 points. En tout cas, voilà mon plan. J'aimerais quand même confirmation. Là, c'est validé, ça va se valider en données 4 heures. J'aimerais confirmation avec l'avalement baissier. Ça renforcerait vraiment la correction à venir, surtout si on casse la Tenkan. Et là, je viserais 7000, puis mon plaqué de jaune. Et derrière, ce serait le comblement du gap, mais je ne le verrai pas pour tout de suite, ce comblement du gap, pour tout vous dire. Je verrai une correction avant de repartir. J'ai plutôt un scénario de correction, on repart, on fait un nouveau record, et ensuite on plonge et on va combler le gap. En tout cas, voilà mon scénario.
petite correction avant de repartir, avant une plus grosse correction à venir, mais à partir de 2022. Voilà, c'est surtout ça. Là, je verrais plutôt une fin d'année en beauté, sauf si tous les pays décident de reconfiner. Mais je garde toujours en tête ce scénario de fin d'année en beauté et une année plus compliquée pour 2022 avec le comblement du gap à venir. Mais là, effectivement, si on casse notre Tenkan, TP1 7000, TP2, la Kijun. Et invalidation du plan en cas de clôture au-dessus des 7205 points. Le DAX, c'est la même chose. Je préfère quand même la configuration sur le CAC. On n'a pas de divergence 4 heures sur le DAX. Là, très clairement, non, on n'a pas de divergence. On a juste un chantier de retournement en cours. Donc là, par contre, il faudra attendre. Il est petit, il n'est pas aussi beau que sur le CAC, plus léger. Donc là, il faudra attendre la clôture. Encore une fois, si le CAC lâche 2%, le DAX ne va pas faire cavalier seul et grimper. Le DAX suivra et ira chercher ses prochains niveaux de support. Donc là, pareil, une correction à venir pour aller chercher en TP1 si on valide l'avalement. Je préfère très clairement le scénario sur le CAC 40. L'analyse et la configuration graphique est bien plus propre. Néanmoins, comme je vous le disais, je ne vois pas le DAX s'amuser à grimper tout seul. Donc là, si l'avalement est validé, TP1, je viserai la zone de support et TP2 serait d'aller chercher la Kijun. Voilà. Mais j'ai le sentiment que l'indice le plus faible pourrait être le CAC 40 à court terme. Donc je suis plus... je préfère tout simplement la dynamique qu'on a sur le CAC, puisque j'ai plusieurs signaux baissiers sur différentes unités de temps. Tandis que le DAX reste quand même... Le support est pas loin en fait. Il y a quand même un gros niveau de support à 16 000 points. Donc là, c'est ça qui me dérange, c'est cette grosse zone de prix, ça pourrait bloquer. Ça pourrait bloquer. Alors que le CAC, il y a ces 7000 points et avant les 7000 points, il n'y a rien qui pourrait gêner. Alors que le DAX, ici, on est quand même sur un gros niveau, mais voilà, il y a quand même peut-être une baisse de 200 points à prendre. Le Dow Jones, non, c'est pas l'indice Dow Jones. Qui poursuit sa correction en ABC, très clairement. À voir si on n'est pas dans un canal, voire un drapeau. Mais là, à mon avis, on est bien parti pour aller chercher ce niveau de support. C'est un niveau qui va m'intéresser. Pas de plan très clairement sur le Dow Jones, surtout en fin de semaine, avant l'ouverture. J'ai absolument aucune idée de savoir comment vont réagir les marchés suite à la baisse en Europe. Encore une fois, on a des membres de la Fed qui vont encore faire des annonces. Est-ce que les marchés vont mettre leurs œillères une fois de plus et ignorer les annonces autour de l'inflation ou pas du tout, et cette fois-ci en prendre note et poursuivre la correction qui a été amorcée depuis le début novembre. Bon. Pour accélérer la baisse, il faudrait casser ce niveau, 35 630. Là, on va voir la Kijun qui risque de remonter en plus. Ça peut aussi constituer une belle zone d'achat, mais pour l'heure, je verrais plutôt quand même laisser le marché retourner sur ce niveau. Attendre un retour sur ce fameux niveau, 35 630, et voir ensuite ce qui se passe. Effectivement, des achats sont possibles, encore une fois sur signal, on terminerait, je pense qu'on a terminé la correction A, B, C, mais là à mon avis les futurs sont dans le rouge, on devrait retourner sur cette zone-là, et derrière je surveillerai la cassure de cette zone couplée de ma Kijun. La Kijun est juste en dessous sur le cash, donc on pourrait faire une mèche, venir taper la Kijun avant de repartir.
Et puis, pourquoi pas aussi partir un peu dans un drapeau, il n'est pas terrible. Un canal baissier. Voyons voir sur les futurs. Ici, on va réajuster le canal. Ouais, bon, c'est limite. C'est un peu sur le fil du rasoir. Je vais prolonger la zone. Pareil, tac. Bon, à suivre à l'ouverture, très clairement. Si je coupe un peu la mèche, ouais, voilà ce que ça peut donner. Bon, on est sur zone. Je vais remettre l'Ichimoku. Ça m'embête d'être vendeur ici. Je préférais attendre que la zone cède. Mais globalement, il y a un gros niveau ici à travailler. Donc méfiez-vous, faites attention à ne pas vendre un gros niveau de support. Maintenant en daily, voilà. On vient en plus taper notre petite jaune qui remonte elle aussi. Donc prudence sur les shorts. Hein. Très clairement, là, il y a une très grosse zone et je ne serais pas étonné d'un rebond. À suivre, pour l'heure, pas de signaux de retournement ou haussier à venir sur les futurs. C'est dans le rouge comme en Europe. Donc là, mieux vaut attendre l'ouverture à 15h30, très clairement. Mais c'est vrai que c'est un niveau que j'ai envie de travailler à l'achat, mais je me méfie maintenant. J'ai envie de voir un peu comment les marchés américains vont réagir, si ils vont faire fi des annonces un peu qu'on a eues ce matin et remonter. Et effectivement, c'est vrai qu'autant l'Europe, elle, continue de grimper et depuis plusieurs séances, les États-Unis, enfin la bourse américaine reculait. Donc là, je ne serais pas étonné qu'on reprenne un peu de hauteur sur ce double niveau de support. Donc à suivre. Mais en tout cas, pour moi, c'est trop tard, surtout maintenant pour vendre le Dow Jones. Il faudra attendre la cassure de cette zone. Le Forex, l'euro qui a effectué son magnifique pullback, enfin son rebond technique avant de retomber. Je vous disais hier que je surveillais cette zone. D'ailleurs, je l'ai laissée sur mon graphique et que c'était une zone de short, de vente que j'attendais sur l'euro-dollar pour revendre l'euro-dollar. Bon. Ici, il fallait être réactif, ça s'est passé durant la nuit, mais réaction sur zone, encore une fois, direction 1,1270. Bon, je ne pensais pas qu'on aurait eu un mouvement aussi important durant la nuit, en tout cas. Mais on est venu dans la zone, 1,1370, 1,1382, enfin 1,1350, 1,1382, c'était la zone que j'attendais. Pour vous proposer un trade justement et viser un 12,70 et un 11,80. Donc là, bien évidemment, c'est trop tard. Peut-être que certains d'entre vous sont du matin ou restent éveillés tard le soir et ont pu profiter de ce fin de rebond pour tenter une nouvelle vente. Mais sinon, pour moi, il n'y a rien d'intéressant en fait. C'est baissier, on est déjà à l'approche du TP1. Et là, il faudra attendre la cassure des 1,1270 pour aller chercher l'objectif final du double top à 1,1180. Globalement, la bougie sur la semaine est bien rouge. Le TP1, enfin le TP final est pas bien loin. Il y a encore un peu de place. Je continue d'être baissier sur cette paire de toute façon. Le seul élément qui, bon après ça veut rien dire, hein, on peut avoir une cassure par le bas, mais c'est vrai que le seul élément qui me freine un peu à court terme pour espérer une accélération assez rapide à venir, c'est cette borne basse de canal. Et effectivement, pour l'instant, elle a plutôt bien tenu. Et là, les 1,1270 sont couplés à la bande basse du canal. Pareil, cassure par le bas, oui, mais généralement, c'est quand même peu probable.
Voilà pourquoi je visais en TP1 les 1,70 avec une mise à BE du stop et derrière laisser faire le marché. Mais pour l'heure, on pourrait aussi consolider dans un range. 1,1270, un 13,70, consolider avant de casser et aller taper les 1,1180. Là, c'est plutôt le scénario que j'ai maintenant sur l'euro-dollar. Un range à venir et à travailler, je pense, la semaine prochaine entre ces deux niveaux. On a quand même eu une très belle accélération, mais maintenant, bon, j'estime que je dirais pas que la baisse me paraît limitée, car on peut vraiment aller plus bas, mais qu'à court terme, une stabilisation serait nécessaire avant d'accélérer à nouveau. Un peu comme ici, on accélère, on consolide, on accélère, on fait un gros bond, on avait accéléré, consolidé, boum. Et là, je verrais bien une nouvelle consolidation dans ces niveaux pour tenter de revendre les 1,1370. Et puis le jour où on cassera le range par le bas, aller chercher les 1,1180. L'AUD-USD, ça se passe plutôt bien sur l'AUD-USD aussi. Sorti par le bas du canal. Donc là, c'était le petit plan de la semaine sur cette paire. Avec une prise de bénéfice qui a dû s'opérer ici. Et je vous disais maintenant qu'en cas de cassure, allez chercher les 0,7175. Donc là, tout se passe bien pour l'instant. Si vous étiez vendeur ici, par ici, au moment du retour sur zone, encore une fois, eh bien, votre stop est à break-even lors de la prise de bénéfice. Et ici, pareil, vous voyez qu'on était dans un petit range de consolidation, encore une fois, tac, 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 et qu'on est en train d'en sortir par le bas avec une bougie flux directionnelle et impulsive. Maintenant, il faut transformer l'essai et clôturer, avoir une clôture daily sous la borne basse de notre canal haussier. Et donc là, ça ouvrirait la voie à une poursuite du flux baissier en direction des 0,7175. Donc là, il y aurait prise de bénéfice, un TP2 à aller chercher ici. Pourquoi pas garder un reliquat pour aller chercher cette fameuse zone, encore une fois, juste ici. Mais j'ai besoin d'analyser une nouvelle fois mes graphiques parce que cette zone, ça reste un gros niveau. Et je pense pas que l'AUD parvienne à accélérer jusqu'à ce niveau-là. Autant accélérer, taper ce niveau, rebondir, casser, oui. Et je sens qu'on va batailler là. C'est une grosse zone, il faudrait que je retrace mes niveaux. Mais effectivement, aller chercher un TP2 ici, garder un petit reliquat pour un TP3 un peu plus loin, peut-être pas ce niveau. Là, on est sur un beau morceau. Là. On est sur un beau morceau. Si on casse les précédents plus bas ici, ce serait magnifique, effectivement, pour aller chercher bien plus bas derrière. Mais là, on est vraiment sur un très très gros morceau en données mensuelles. Voilà pourquoi, en données weekly, voilà pourquoi je vise ici, ce TP1. Donc vous comprenez, c'est surtout car la configuration en mensuel 0,7175, ça c'est le TP2, le TP intermédiaire, et ça correspond, voilà, bas du nuage, MM50, on peut faire de l'excès sur Mesh, mais il faut vraiment qu'on casse ce niveau. Vous voyez, on a une très grosse zone ici, 0,7112, 7175, c'est vraiment un très gros niveau à franchir. Donc je continuerai de faire le suivi de cette paire. Mais derrière, si en données mensuelles, on casse ce gros niveau, alors là, oui, je pense qu'on pourrait avoir une belle dégringolade derrière. D'où l'intérêt toujours de garder un petit reliquat, car comme je vous le rappelle souvent, généralement, c'est sur ces petits reliquats que vous gardez, si vous êtes dans le bon sens et que le marché accélère bien la baisse ou bien la hausse, que vous allez faire votre performance sur l'année. L'euro GBP, comme je vous le disais, j'ai envie de revenir à la charge sur cette paire. Pour l'instant, je reste à l'écart, mais c'est sûrement un plan que je vais vous proposer la semaine prochaine. On est dans ce fameux range mensuel, toujours avec les 0,83. Pour moi, il y a de la place pour aller chercher le bas du nuage. Il y a au moins 50 pips à prendre, je pense.
toujours, même un peu plus, entre 50 et 100 pips à prendre. Même si c'était compliqué une première fois à la vente, j'ai envie de retourner au charbon et de vous proposer un plan de trading sur cette paire. Surtout quand je vois la tête de la bougie mensuelle ou la tête de la bougie hebdomadaire avec cassure des précédents plus bas où ça avait bloqué ici. Et là, je me dis qu'il y a 100 pips à aller chercher quasiment sur cette paire. Je vous disais de revendre sur rebond. Bon, c'est en train de retomber. Je m'attendais à un rebond un peu plus haut, mais finalement, voilà. Je m'attendais à un rebond un peu plus haut. Effectivement, ça aurait été plus propre de pouvoir revendre un peu plus haut avec un stop loss plus serré. Ça permettait d'avoir un meilleur ratio. Mais d'un autre côté, je suis aussi satisfait de ce rebond parce qu'en fait, on est venu caler sur les précédents plus bas ici. Donc là, ça montre quand même que la fébrilité du rebond, déjà, on est seulement retracé 23,6. Donc les acheteurs n'ont pas grand-chose dans le ventre. Et effectivement, on est revenu en fait tester un ancien niveau où on bloquait. Et derrière, les vendeurs ont repris la main. Donc là, c'est vraiment cette configuration qui me dit que le marché, enfin les vendeurs en ont encore sous le coude et qu'on peut aller chercher la bande basse. Maintenant, j'aimerais de nouveau un petit retour ici pour vous proposer un plan. Peut-être que certains ont décidé de vendre. J'ai un biais baissier, très clairement, mais j'aime pas où est-ce qu'on se situe en fait. C'est facile de dire qu'on est baissier pour viser les 0,83, mais ensuite proposer un plan de trading avec une belle entrée et un beau niveau de stop, c'est plus compliqué. Et là, vendre ici, ça m'intéresse pas parce que là, on est sur un niveau de support. Donc, il faudra attendre la cassure. Voilà pourquoi j'aimerais que le marché tente de nouveau de rebondir un peu pour affiner cette entrée et vendre plutôt sur j'ai plutôt envie de revendre sur une résistance plutôt que vendre sur une cassure de support. Voilà. J'ai toujours du mal à vendre, enfin je trouve ça toujours délicat de vendre en pleine accélération plutôt que dans un marché baissier, vendre tous les rebonds. Techniquement, ça paraît plus logique et ça vous offre aussi un meilleur ratio avec votre stop loss derrière. Et voilà le plan à surveiller. Peut-être que certains d'entre vous sont dedans, mais c'est le plan que je vais vous proposer, à mon avis, la semaine prochaine. Maintenant, j'ai juste besoin de vous trouver une entrée assez propre sur cette paire. Car là, pareil, ça s'est passé durant la nuit, l'accélération baissière. Donc, pas évident de rentrer sur ce marché lorsque les gens dorment. Le gold. Je vais juste rapidement faire un tour sur le silver, voir. Bon, il se passe rien, on est en train de sortir par le bas du range. Ah, il est capricieux, il est capricieux. Bon, j'attends de voir la clôture, surtout hebdomadaire. Mais c'est pas horrible. Très clairement, c'est pas horrible. On est toujours dans cette épaule, tête, épaule inversée. On est en train de faire le pullback. Oui, j'aurais bien aimé que la kit jaune tienne. Bon, rien n'est fait. Même si on clôture comme ça, c'est pas horrible. Très clairement, c'est pas horrible. Je reste quand même haussier sur cet actif. Bon, on est revenu prendre appui sur la Tenkan. On peut peut-être faire un pullback un peu agressif. Mais je reste positif sur cette classe d'actifs, enfin, sur l'argent métal. Maintenant, il faut qu'on sorte de cette phase de consolidation, de congestion pour aller chercher plus haut. Et c'est vrai que la semaine a été plutôt molle sur le silver. Je continuerai de faire le suivi, bien évidemment. Je vise toujours une reprise des métaux précieux à moyen long terme. Et je pense que l'argent métal en fera partie. Mais cette semaine a été en tout cas plutôt calme. Mais malgré le repli,
je n'observe pas une dégradation de la reprise haussière. Voilà. C'est vrai que si on casse le précédent plus haut ici, ça m'embêterait. Mais malgré le fait qu'on soit sous la ligne de coup, je ne suis pas inquiet quand je vois la dynamique des prix. Le gold, range, encore une fois, possibilité de re-rentrer sur cet actif sur les 1850. Et là, on est dans un range technique. Range de consolidation toute la semaine. Pour moi, achat borne basse, vente en haut. Je ne suis pas fan des ventes, très clairement, car je suis plutôt haussier avec un objectif à 1910, donc plutôt chercher encore une fois des achats sur repli. La semaine, pareil, elle n'est pas palpitante non plus pour le métal jaune. Néanmoins, rien d'inquiétant. Les niveaux de support sont préservés, on a juste besoin de consolider, on a repris un peu notre souffle, maintenant il faudrait sortir du nuage et je considère qu'il va falloir travailler ce marché en données 4 heures avec ce fameux range. Juste ici. Voilà. Range de consolidation, tenter de nouveau des achats vers les 1850 et espérer une cassure de la borne haute pour aller chercher 1910. Bon, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Et j'aime beaucoup la tête de la bougie mensuelle, encore une fois. Donc là, pareil, j'ai hâte de voir la clôture de cette bougie. Mais elle indique beaucoup de choses, cette bougie, très clairement. D'un point de vue de l'Ichimoku, surtout après avoir été enfermé entre ces niveaux, le fait que ça explose par le haut comme ça c'est vraiment, ça indique pas mal d'éléments positifs pour la suite. Et voilà pourquoi je verrais bien, comme on l'a vu dans la partie macro, hein, dans les sondages en 2022, un retour de l'or sur le devant de la scène, très clairement. Et ça, c'est un plan vraiment à un moyen long terme, même plutôt long terme, horizon 6 à 12 mois. Maintenant, en trading, eh bien, surveiller le range 4 heures avec toujours essayer de se positionner sur la borne basse pour viser 1910, 1960 et derrière beaucoup plus. Le Brent qui cède du terrain, beaucoup même, alors je n'avais pas vu. Bon, 3%, ok. Au moment de débuter cette émission, on était seulement à 1,5. Là, très clairement, c'est vrai qu'hier, ça me démangeait de vous proposer un plan de trading. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de prendre. Je vais me montrer patient et attendre la clôture weekly. Effectivement, là, c'est pas joli ce qui est en train de se passer. Bon. Potentiellement un retournement qui est en train de se mettre en place. Et la bougie weekly est pas belle. On va pas se mentir, la bougie weekly est pas belle actuellement. Bon, je pense qu'on fera le point surtout la semaine prochaine. Mais on pourra aller, on est bien parti là pour aller chercher les 75-60. Là, j'aime pas ce qu'on est en train de faire. Cassure de la Tenkan, on se dirige droit vers la Kijun, on pourrait se stabiliser. Bon, ce serait peut-être ce niveau-là sur lequel il faudrait se repositionner à l'achat. Mais maintenant, j'attends la clôture en fait. Si on fait une grosse mèche et qu'on clôture ici, dans ce cas-là, je pense que je vous proposerai
un plan à l'achat en début de semaine prochaine. Et si inversement, la clôture weekly est horrible, on casse la bande basse du canal, je pense qu'il faudra laisser le marché finir sa correction et chercher une entrée par ici, à l'achat. Voilà, mais pour l'heure, c'est trop tôt et on lâche quand même 3% avant la séance américaine. Et généralement, les Américains sont très forts pour retourner la tendance qui a été instaurée juste avant leur séance. Donc soit ils vont enfoncer le clou, effectivement, soit on va terminer à -5, soit, et généralement c'est ce qu'ils font, ils sont assez forts pour retourner la tendance. Ils font la même chose sur les indices. Et sur le pétrole, c'est surtout un marché américain, enfin, c'est surtout un marché manipulé par les traders américains. On peut s'attendre à des surprises. Et une remontada derrière. Donc on fera le point, surtout, je le mets de côté. Rien à dire, rien à faire pour moi. On fera le point lundi en début de semaine. Là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On repasse sous la zone et avec la cassure Tenkan, on repasse sous la zone de support. Tout porte à croire que le marché va aller chercher le plaquage jaune à 73,55. Donc pareil, rien à dire sur le light pour l'instant. Pourquoi pas venir taper cette zone, l'oblique. Ce serait plutôt cette zone-là pour chercher des achats par la suite. Mais en données daily, j'aime pas la configuration, très clairement. Le fait qu'on ait cassé la MM50, on l'avait reprise ce matin, justement. Là, on repart en direction du sud, on recasse l'ancien plus haut. Bref, ça se dégrade. Et je pense qu'il faudrait laisser le marché pétrolier corriger pour l'attendre un peu plus bas, tout simplement. Voilà. Globalement, mon ressenti sur le marché pétrolier. Mais effectivement, je ne pensais pas que cette zone aurait cédé aussi facilement. Je pensais qu'on l'aurait retravaillé, qu'on serait reparti. Voilà pourquoi j'attends la clôture hebdomadaire. Mais là, globalement, ça se dégrade. Enfin, du moins, la dynamique haussière se dégrade et cela suggère une correction un peu plus profonde à venir. Les cryptos maintenant. Alors, pour refaire le point, oui, le BTC, c'est pas beau. Enfin, effectivement, ça me dérange qu'on soit sous la zone. Certains évoquent même le double top. Effectivement, on a un double top qui a été validé. Pour autant, je ne suis pas convaincu. Après, c'est mon opinion. Je peux me tromper, mais je ne suis pas convaincu par ce double top. Encore une fois, comme vu en introduction, on a préservé des gros niveaux. Certaines cryptos surperforment largement et on a surtout une sous-performance du BTC. L'Ethereum a préservé sa zone, mais le BTC, c'est embêtant qu'il soit repassé sous cette zone-là. Bon, effectivement, derrière le prochain niveau, ce serait les 53 000. Maintenant, c'est comme tout, je surveille la clôture hebdomadaire. Si on se fait une grosse mèche et qu'on clôture au-dessus des 58 000, dans ce cas-là, toujours un pullback. Et inversement, si en clôture hebdomadaire on est sous notre zone, je n'exclus pas un repli sur les 54 000, voire 53 200. Voilà ce qu'il faut retenir sur le BTC. Donc dans ce cas-là, ce serait validation du double top et accélération en direction des 53 000. Maintenant, en données mensuelles, je n'ai pas plus d'informations que ça. On fera le point la semaine prochaine pour la donnée mensuelle. Ce serait bien
préserver ce niveau, donc de clôturer au-dessus des 58 900. Maintenant, je suis pas convaincu d'un bear market à venir, tout simplement car je n'ai pas des signaux m'invitant à un bear market. On a chuté sans réel catalyseur, plutôt des prises de bénéfices, une phase de distribution. Mais autant là, il y avait un catalyseur, autant là, il y avait un catalyseur, là, autant pareil, autant là, je suis perplexe. Voilà. Donc, je tape toujours sur une correction. Alors, peut-être plus profonde. Ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, le bémol, c'est que le BTC soit un peu fébrile par rapport aux autres cryptos. Mais j'ai pas le sentiment qu'on entre dans un bear market. Pas pour tout de suite, en tout cas. Je verrai une purge plus tard, en 2022. Mais là, je pars du principe qu'on est toujours dans la phase de bull run. Bon, maintenant, on fera le point lundi après la clôture weekly. Et le niveau d'alerte, effectivement, c'est si on casse les 53 200. Là, par contre, mon scénario tombera à l'eau et effectivement, on risquerait d'entrer dans une phase peut-être de bear market. Mais pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'on soit en bear market. J'ai juste le sentiment qu'on soit dans une grosse correction, surprise de bénéfices, phase de distribution et liquidation due à de l'effet de levier, encore une fois. Ça reste mon avis. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Pour l'Ethereum, voilà, c'est très propre en fait. Et quand je vois ça, je suis pas inquiet. Je suis vraiment pas inquiet. La zone est préservée, on est dans la zone. On a retracé seulement les 38,2 de la dernière vague de hausse. MM50 qui tient, on la casse, on la recasse dans l'autre sens. Ça, j'aime beaucoup aussi. En données 4 heures, on a validé une divergence, si je dis pas de bêtises. Ouais, pile poil, tout juste. Enfin, on est en train de la valider avec cette bougie. Donc, on a une divergence haussière qui est en train de se valider. Donc, libre à vous de la jouer ou pas. Donc, dans ce cas-là, le stop loss, c'est sous la zone. Donc, c'est sous le plus bas qui est ici, 3800. Et derrière, venir chercher 50% de la dernière vague de baisse. Sauf si vous êtes un investisseur long terme et vous estimez, comme moi, après je ne donne pas de conseils, qu'on est juste dans une simple correction et que le marché va repartir fort derrière. Auquel cas, il y a peut-être un creux de marché à saisir. Et mon objectif reste toujours les 5235 et les 6100. Voilà mon sentiment. Mais quand je regarde autant, effectivement, je suis d'accord que le BTC, la dynamique n'est pas terrible, c'est pas non plus dramatique, mais effectivement, c'est pas aussi beau que sur l'Ethereum, mais autant sur ce coin, j'ai beau regarder sur toutes les unités de temps, je trouve ça propre. La zone est préservée, on pull back. Là, pareil, j'attends la clôture hebdomadaire. Donc, en weekly, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte baissière pour moi. En daily, c'est propre. Si on retrace la dernière vague de hausse, 38,2 soutenu par MM50, rebond sur zone de prix et en données 4 heures, divergence haussière qui est en train d'être validée. Alors qu'effectivement, sur le BTC, il n'y a pas de divergence 4 heures. J'ai regardé. Voilà pourquoi je suis pas pessimiste pour la suite. Au contraire, je tente d'être rassurant, surtout si vous êtes des investisseurs à long terme et que vous ne faites pas de trading. Mais j'ai plutôt envie d'être rassurant en me disant en introduction, comme on l'a vu tout à l'heure, que le pire n'est pas certain et qu'on assiste peut-être juste à une belle correction plutôt qu'à un début de retournement et une entrée dans un bear market. Voilà mon sentiment sur les cryptos. Maintenant, j'ai besoin d'une confirmation avec la clôture hebdomadaire. Donc, on fera le point lundi pour voir si mon scénario est invalidé ou pas. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à lundi pour un point complet sur la planète finance.